80% de la population burkinabé pratique l'activité agricole en milieu rural, associée bien entendu à l'élevage. Communément appelés paysans et paysannes, ces acteurs du monde rural, autrefois silencieux, donnent de plus en plus de la voix pour réclamer des autorités leurs droits. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative. Développement durable, droit des paysans et paysannes au Burkina Faso, c'est le thème qui sera débattu ce jour sur le plateau avec deux invités. Il s'agit bien entendu de M. Issoufou Porgo, qui est secrétaire permanent de la Confédération paysanne du Faso CPF. Bienvenue. Merci. Il s'agit également sur ce plateau de M. Lucien Omer Wendiaouda, bien entendu, oui, Wendiaouda Silga. Lui, il est coordinateur de FIAN Burkina, une organisation non gouvernementale qui milite pour le droit de tout être humain à l'alimentation. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, il s'agit, comme je l'ai dit, de droits des paysans et paysannes au Burkina Faso. Depuis quelques années, on en parle, plusieurs années d'ailleurs, et nous allons bien entendu analyser cette situation avec vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une première question qui doit nous permettre aux téléspectateurs de bien comprendre de quoi nous allons parler par la suite. Est-ce que tout producteur agricole est un paysan, Monsieur Porgo? Non, tout producteur agricole n'est pas un paysan. À l'origine, les paysans, c'est quelqu'un qui vivait en milieu rural et qui effectivement menait des activités agro-silvo-pastorales. Et au Burkina, nous avons ajouté halieutique et faunique pour prendre en compte l'exploitation de la faune et des produits halieutiques. Mais tout producteur n'est pas paysan, parce qu'on s'est rendu compte que certaines personnes font de la production agricole, mais pas à titre principal. Donc c'est pour cela que tout producteur n'est pas paysan. Et pour être paysan, il faut être beaucoup plus en milieu rural. Or, on peut faire la production aussi agricole en étant en milieu urbain ou semi-urbain. Alors, de plus en plus, ces producteurs agricoles donc, qui sont en milieu rural donnent de la voix, comme je l'ai dit en introduction, pour réclamer plusieurs droits. Alors nous allons avec M. Silga rappeler un peu l'histoire de cette lutte-là. Nous savons que nos grands-parents, comme on a l'habitude de le dire, pratiquaient bien cette activité pour nourrir leur famille, nourrir le peuple burkinabé, sans s'exprimer vraiment face aux autorités. Mais de plus en plus, on a l'impression que les langues se délient. Qu'est-ce qui a occasionné cela? Pourquoi? Alors, merci beaucoup, madame, pour cette invitation. Alors, il faut dire que le paysan, c'est une personne qui mène une activité agricole avec grand A, dans le but de subvenir à ses besoins et aux besoins des membres de sa famille, en utilisant une main-d'œuvre familiale principalement, et qui a un rattachement avec la terre. Donc, ce sont les éléments qui ressortent de l'article 1 de la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant en milieu rural. Alors, parlant donc de cette déclaration, puisque c'est cette déclaration qui est le premier instrument international à reconnaître dans un document des droits aux paysans. Alors, l'histoire de cette déclaration est une histoire essentiellement paysanne. Donc, l'initiative a été portée d'abord par les paysans indonésiens qui étaient face à un certain nombre de situations, notamment l'accaparement de leurs terres. Ces paysans se voyaient retirer leurs terres au profit des personnes non paysannes. Et quand elles voulaient revendiquer ces terres, elles étaient victimes de violences policières. Ces personnes n'étaient pas considérées dans la société.
Donc, à un certain moment donné, ces paysans se sont dit qu'il fallait essayer d'obtenir de la communauté internationale un document qui leur reconnaît un certain nombre de droits. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, donc, cette initiative a été portée au niveau de la Via Campesina, qui est la fêtière mondiale des organisations paysannes, si on peut le dire ainsi, et de processus en processus, on est venu à faire en sorte que cet objectif-là fasse son entrée au niveau du Conseil des droits de l'homme. Et pour qu'il en soit ainsi, il fallait qu'un État accepte de porter cette cause à ce niveau-là. Et il s'est trouvé qu'en ce moment, il y avait un président indigène qui dirigeait une nation, la Bolivie, notamment M. Evo Morales, qui était un indigène, qui a accepté justement porter cette cause-là au niveau du Conseil des droits de l'homme, qui a accepté de mettre en place un groupe de travail sur ce projet-là de déclaration. Et on a abouti le 17 décembre 2018 à une résolution portant déclaration de l'ONU sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant en milieu rural. Voilà un peu résumé le processus. C'était donc le coup de grâce que ce président ait accepté porter cette lutte-là. Ouais, bien entendu. Et M. Porgo, au plan national au Burkina, comment ces paysans-là sont organisés pour parler la même voix? Alors, au niveau national, on a plusieurs organisations paysannes qui existent. Et il faut rappeler que les paysans burkinabés sont organisés depuis le village jusqu'au niveau national. Et la Confédération paysanne du Faso est aujourd'hui la fêtière des principales organisations paysannes qui existent. Et ils sont organisés autour des filières, les principales filières agricoles. Et donc nous avons des coopératives à la base, on a des unions de coopératives, on a des fédérations de coopératives et on a la Confédération paysanne. À côté de la Confédération paysanne, nous avons la Chambre d'agriculture qui est une chambre consulaire, donc aussi qui accompagne les paysans dans leurs différentes activités. Donc voilà un peu les principales organisations que nous avons. Il y en a beaucoup, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au sein de la Confédération paysanne du Faso aujourd'hui, nous avons 15 organisations fêtières nationales, organisées autour du coton, du riz, du lait, de la banane, de la mangue, etc. pour pouvoir défendre et leurs droits d'existence, mais aussi tous les autres droits qui les sont reconnus par les traités et puis les lois au niveau international. Et justement, quels sont les droits les plus essentiels que ces paysans-là défendent aujourd'hui? Alors, les paysans burkinabés ont défendu d'abord le droit qu'on puisse les reconnaître comme un corps professionnel. Parce que dans le temps, couramment, à l'école, on disait, écoutez, si vous ne travaillez pas bien, on va vous renvoyer au village, vous allez être paysan ou cultivateur. Donc, ça fait que c'était comme être un damné de la terre. C'est ça, très Alors, dévalorisé. or, être paysan, c'est noble. Et comme il a dit tout de suite, les paysans nourrissent le monde. Je crois que les organisations... Donc, les paysans burkinabés travaillent à ce que les droits qui les sont reconnus puissent être actés, d'abord par les politiques, mais aussi que ces politiques-là puissent être mises en œuvre de façon concrète. On pourrait revenir de façon détaillée sur la question. Sur les points essentiels. Maintenant, les points essentiels de ces droits-là, quand on dit paysan, on parle déjà de terre. On est tous liés à la terre. La plupart de nos activités agricoles sont liées à la terre. Il faut avoir un droit sécurisé, un accès sécurisé à la terre. Donc,
ça c'est un droit. Le droit d'accès à la terre pour l'exploiter, mais qu'on puisse avoir un accès sécurisé à la terre. Il y a le droit à avoir des compétences techniques. Parce que si nous devons nourrir le monde, nous devons être capables de produire en quantité et en qualité pour nourrir nos concitoyens. Ça nécessite des compétences. Le paysan avait un savoir-faire traditionnel qui lui permettait de produire. Mais avec les besoins de plus en plus élevés en denrées alimentaires, il faut améliorer ses compétences. Donc c'est un droit. Et le droit comment dire, a contribué à la mise en place des politiques et à leur mise en œuvre. Parce que on ne peut plus faire les politiques qui impactent la vie des paysans sans les paysans. Il faut qu'ils soient là pour pouvoir dire exactement ce dont ils ont besoin. C'est eux qui savent ce dont ils ont besoin et on doit faire les politiques en conséquence. Donc ils doivent être là pour être dans l'élaboration des politiques et dans la mise en œuvre des politiques. Il y a un droit lié à la jouissance d'un certain nombre, dirais, d'avantages liés aux ressources. Vous savez, le monde aujourd'hui, on exploite les ressources qui sont des ressources dans les terroirs des paysans. Et souvent, on les exploite soit pour la médecine, soit pour l'agriculture, soit pour l'alimentation, sans que les droits leur reviennent. Ça, c'est un élément sur lequel aussi il faut mettre le point. Alors, de façon globale, on peut dire qu'ils ont le droit à l'alimentation, mais le droit à la souveraineté alimentaire. Parce que ce sont des éléments très importants. Donc voilà, si on veut caricaturer un peu les principaux droits, en tout cas sur lesquels on se bat. Peut-être que M. Silga pourra apporter également quelques précisions. Avant d'être coordinateur donc, de FIAN, vous êtes également juriste et votre organisation collabore avec plusieurs organisations donc, fêtières au niveau international. Qu'est-ce que vous pensez des droits revendiqués aujourd'hui par les paysans et les paysannes burkinabés? Et est-ce que véritablement vous avez l'impression qu'ils auront gain de cause? Comme M. Porgo l'a dit, les paysans avaient toujours des droits. Mais seulement ces dernières années, avec la globalisation de l'économie, avec l'intrusion des multinationales dans la vie des paysans à travers plusieurs activités, hein, vous voyez, on a de plus en plus d'agro-businessmen qui veulent s'installer, l'activité minière, tout cela impacte sur vraiment un certain nombre de droits des paysans. Et comme il a dit, le plus important de tous ces droits-là, à mon sens, semble être le droit au foncier. Le droit d'accès au foncier, un accès sécurisé. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'au niveau du Burkina Faso, on a adopté en 2009 la loi portant un régime foncier rural, qui est une loi qui devrait permettre de sécuriser les exploitations agricoles familiales. Donc, si pour un capitaliste, la monnaie, l'argent est très important, constitue son capital, pour un paysan, son capital, c'est la terre qu'il exploite. Donc, pour un paysan, l'accès à la terre est très fondamental. Il y a aussi l'accès aux semences, l'accès aux moyens de production et aux services. Parce que les présidents doivent pouvoir être accompagnés. Quant à l'accès au crédit, tout le monde a accès au crédit, mais quand un paysan veut aller dans une banque pour pouvoir pour demander un crédit, c'est très compliqué. Parce qu'il faut des garanties. Exactement. Donc il faut justement des outils adaptés justement à leur situation. Bon, donc il y a aussi un droit qui est très important et non des moindres, c'est le droit à la participation. Youssouf l'a évoqué tout à l'heure. Donc, tout ce qui est fait sans les paysans n'est certainement pas dans l'intérêt des paysans. Donc, il faut désormais un processus bottom-up,
comme bottom-up process, c'est ce que les Anglais disent, c'est-à-dire un processus de bas vers le haut. Donc ça veut dire que les paysans doivent être au début de la conception, de l'élaboration des lois les concernant et aussi à la mise en œuvre. Donc voilà un peu ce qu'on peut considérer comme état des droits essentiels pour les paysans. Alors, M. Porgo, est-ce qu'au niveau politique, vous l'avez si bien dit, il faut que ces droits-là soient pris en compte dans les différentes politiques nationales en matière d'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, la voix des paysans est entendue au niveau des autorités? Alors, disons que c'est mi-figue, mi-raisin. Parce que depuis pratiquement les années 90, les paysans ont tout fait pour que leur voix soit entendue. Elles ne se sont plus contentés d'être là pour attendre qu'on les donne l'aumône. Ils ont pris conscience qu'ils doivent réclamer leurs droits. C'est pour cela qu'on a des organisations fêtières de plus en plus qui sont là, et la création de la Confédération paysanne du Faso participe à cela. Alors, je dis mi-figue, mi-raisin, parce que une chose est de consulter les gens, et une chose est de faire des propositions, mais l'autre est que ces propositions soient exactement, réellement prises en compte, mais qu'elles soient exactement mises en œuvre. C'est là où le bas blesse. Sinon, il faut reconnaître qu'effectivement, de plus en plus, les organisations paysannes, en tout cas à travers la Confédération paysanne du Faso, sont consultées. Mais j'avoue que sur certains points, nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont nous sommes d'abord consultés et ensuite de la façon dont nos propositions sont prises en compte ou mises en œuvre. Et je crois que c'est là-bas que nous avons encore un grand travail à faire. Et qu'est-ce qui cloche? Parce qu'il faut que... pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Quels sont ces points? Si l'on peut avoir quelques exemples. Bon. Tout de suite, on a parlé de l'accès à la terre. Et on a fait beaucoup d'activités, d'interpellation pour pouvoir avoir d'abord une politique nationale de sécurisation en milieu rural qui a été adoptée. Et pour l'opérationnaliser, on a voté la loi 034-2009 portant régime foncier rural dont M. Silera venait de parler tout de suite. Mais lorsque vous regardez, les instruments de mise en œuvre de cette loi n'ont pas été mis en place. Il n'y a pas les services fonciers ruraux parce que ce sont les collectivités territoriales qui devaient au niveau des communes mettre en œuvre cette loi, mais elles ne sont pas dotées de services fonciers ruraux. Et ces services fonciers ruraux devaient être accompagnés par des comités fonciers au niveau villageois, des commissions de conciliation foncière, mais ne sont pas mises en place. Là où elles sont mises en place, elles ne sont pas fonctionnelles. Du coup, depuis 2009, nous avons une bonne loi dans son ensemble, qui est même jalousée par d'autres pays. Et certains pays sont venus prendre l'exemple sur le Burkina pour aller faire les lois. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais malheureusement, elle n'est pas mise en œuvre. Au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de paysans burkinabés qui détiennent un titre de possession foncière. Alors que ça devait être la chose la plus basique. En ville, quand on fait le lotissement, tout de suite, mais les gens ont leurs documents. Pourquoi en campagne, je ne peux pas avoir les documents qui me confèrent la possession de mon lopin de terre pour pouvoir jouir des fruits qui sont dedans? Et un autre paradoxe, c'est que même quand la loi dit que quand vous avez un titre, genre l'attestation de possession foncière, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir accéder au crédit comme le Sénégal le disait tout de suite, parce que c'est le capital que les gens ont et qui peuvent prendre garantie pour avoir. Mais beaucoup d'institutions financières, au mépris de la réglementation, refusent de les prendre en compte. Mais donc, voilà par exemple un exemple qui est un exemple qui montre que, les textes existent, mais on n'a pas la jouissance des droits qui sont à l'intérieur.
Alors, M. Silga, il y a eu plusieurs fois le MCA en matière donc, de sécurisation foncière qui a été mise en œuvre dans plusieurs communes. Mais après le passage du MCA, le constat est là. Même les communes dans lesquelles les organes que M. Porgo vient de présenter ont été mis en place ne fonctionnent pas. Et il y a des communes même où ça n'existe même plus. Quel est le problème au Burkina par rapport à ça? Le problème au Burkina, c'est d'élaborer des politiques et de voter des lois et de compter sur d'autres entités pour les mettre en œuvre, pour les rendre effectives. C'est ça le problème du Burkina Faso. Et dans une perspective souverainiste, on ne peut pas voter une loi et élaborer une politique et compter sur des tierces entités pour les mettre en œuvre. Ça ne va pas, ce n'est pas normal. Et effectivement, on a constaté que les premiers services fonciers ruraux ont pu être implantés avec l'appui du MCA. Bon, c'est vrai que par la suite, le processus a continué avec l'appui de l'État. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Normalement, l'État prépare sa politique, vote sa loi et trouve les moyens, voilà, matériels, humains, financiers, pour mettre en œuvre ces politiques et ces lois. Donc, fondamentalement, c'est ça le problème avec la loi sur le régime foncier rural. On a voté une loi et on n'avait pas les moyens pour la mettre en œuvre. La conséquence a été que, au lieu d'avoir une sécurisation des exploitations agricoles familiales, on a abouti à une insécurisation foncière dans un milieu rural qui risque d'être vraiment le prochain problème de ce pays. Alors, depuis les années 80, il y a cette journée donc consacrée à l'alimentation mondiale qui a été décrétée par la FAO, si je ne m'abuse. Et cette journée est célébrée le 16 octobre de chaque année. Et en 2022, en octobre dernier, c'était la 42e journée mondiale de l'alimentation qui s'est tenue sous le thème « Ne laissez personne de côté ». Amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie. Aujourd'hui, nous faisons face à une insécurité qui complique davantage la situation. Et cette journée, elle est nationale, elle est commémorée au niveau national. On se pose la question, que faut-il pour véritablement permettre aux paysans et aux paysannes de ce pays-là de rentrer dans leurs droits, ça c'est un, de produire assez pour nourrir la population burkinabé et bien entendu d'assurer leur souveraineté alimentaire. Nous posons la question à M. Porgo très rapidement avant de revenir en conclusion avec M. Silga. Effectivement, nous avons la journée mondiale de l'alimentation. Je dirais qu'au Burkina, sa célébration est devenue, je dirais, un peu folklorique. On la célèbre pour pouvoir la célébrer parce que la communauté internationale l'a décrété. On fait des discours, on court derrière quelques stands, on regarde et puis bon, on rentre chez soi. Et puis on attend l'an prochain à la même période pour se retrouver. Pour nous, ça doit être des moments de rétrospection sur l'année passée par rapport aux engagements et autres qu'on a pris, pour voir où est-ce qu'on en est arrivé dans leur mise en œuvre et qu'est-ce qu'on projette pour l'année suivante pour faire en sorte que effectivement la fin zéro qui est derrière cette célébration actuellement soit une réalité. Ce qui n'est pas le cas. Alors, les paysans burkinabés, de plus en plus, comme je disais, réclament leurs droits et nous faisons en tout cas des actions pour pouvoir dire qu'il ne faut pas que nous soyons seulement dans la rhétorique. Il faut que nous soyons dans des actions concrètes qui vont permettre aux paysans burkinabés de pouvoir jouer pleinement son rôle qui est de nourrir la population. Vous savez, l'agriculture burkinabé est une agriculture de type familial. Et malgré tout ce qu'on dit, c'est cette agriculture qui nous nourrit
et je dirais pratiquement à 100% pour des produits comme le maïs, le sorgho, le mil, et les produits animaliers et tout ce qui est élevage. Et on couvre pratiquement 40% de nos besoins en riz. Nous avons la possibilité au Burkina d'être exportateur net de riz. Si des investissements sont faits pour aménager tous les bas-fonds et terres irrigables qui sont là, qui peuvent être mises à profit pour produire du riz, parce que le savoir-faire paysan existe, le courage existe. Allez, nous allons nous arrêter là avec vous pour permettre à M. Silga très rapidement de donner peut-être, lancer un appel aussi aux autorités en quelques secondes très rapidement, parce que nous sommes à la fin de cette émission et nous pourrons revenir avec ce thème-là pour mieux l'approfondir très rapidement. Voilà. Je vais dire quelque chose de très important. Lorsqu'on parle de droit, il faut que les gens sachent qu'il y a des porteurs d'obligations et des détenteurs de droits. Et le paradigme jusque-là utilisé au Burkina est une approche, je dirais, basée sur les besoins. Parce que puisqu'on puisse parler de droits, il faut que les gens sachent qu'ils ont des droits. Donc les paysans doivent savoir qu'ils ont des droits. Et en cela, la Confédération paysanne, les autres fêtières, doivent faire en sorte que leurs membres, jusqu'à la base, connaissent leurs droits. Il faut aussi que les autorités sachent que quand elles agissent, ce n'est pas des œuvres charitables qu'elles font. C'est en vertu d'un certain nombre de compétences liées par rapport à des textes adoptés au niveau international et au niveau national. Donc, c'est la rencontre de ces obligations et de ces droits-là, la conscience qu'on a de ces deux éléments-là, qui vont faire que les droits des paysans puissent être une réalité. Et cela aussi doit s'accompagner avec un mécanisme de redevabilité sociale, un mécanisme de traitement des plaintes. Alors merci M. Silga. Je rappelle qu'il était question sur ce plateau de développement durable, bien entendu, des droits des paysans et des paysannes au Burkina Faso. Et je recevais M. Omer Silga, Lucien Omer Silga, qui est coordinateur de FIAN Burkina, et M. Issoufou Porgo, qui est secrétaire permanent de la Confédération paysanne du Faso. Merci à tous les deux d'être venus nous renseigner sur ce thème. Et à vous, fidèles téléspectateurs de Burkina Info, je vous dis merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un autre numéro. Plaise à Dieu. Au revoir.